Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la révolution copernicienne. Après avoir vu des données astronomiques de base liées à une observation simple faite avec les yeux, de jour et de nuit, je vais vous proposer de réaliser et de nous confronter à des problèmes astronomiques absolument inattendus. Quels sont ces problèmes ? Eh bien, c'est qu'au milieu de la sphère des fixes, il y a des astres qui ne se déplacent pas comme il faut. Il y a des astres qui ont un comportement particulier. Et à commencer par le plus important d'entre eux, le Soleil. Le Soleil se déplace au milieu de la sphère des fixes. Le Soleil, il se déplace comme les étoiles, en mouvement circulaire uniforme comme ça, mais en plus, il a une trajectoire. Chaque jour, elle se déplace dans la sphère des fixes comme ça, en formant une espèce de ligne. Je l'ai représenté ici, là. Vous avez cette ligne imaginaire et la position du Soleil en avril par rapport à la constellation du Taureau et du Bélier. Alors c'est le Bélier plutôt qui arrive là, ici. C'est pour ça qu'on dit qu'on est Bélier quand on est en avril ou en mars là. Et en mai, le Soleil est ici. C'est pour ça qu'on dit qu'on est du signe du Taureau quand on est né en mai. Et puis en juin, là, il se retrouvera ici. Cette ligne imaginaire-là, on l'appelait écliptique parce que c'est la ligne au niveau de laquelle la Lune, quand elle se trouve au niveau de l'écliptique, fait des éclipses. Donc le Soleil ne se comporte pas comme les autres astres, comme les étoiles fixes. Alors ça, c'est un premier problème. Mais il y a beaucoup plus grave. Il y a le comportement de certains astres, comme Mars, par exemple, qui se déplacent de manière complètement bizarre. Par exemple, Mars, au 1er avril, se trouve ici. Et il vient de là, sur la gauche. Il est à peu près au niveau de l'écliptique, mais il n'est pas complètement dessus. Au 1er mai, il est là. Au 1er juin, Mars se trouve ici. Et là, il se passe un truc tout à fait anormal. Au 1er juillet, Mars repart en arrière. On appelle ça une trajectoire rétrograde, parce que ça continue. Au 1er août, Mars se trouve là. Et ensuite, Mars repart vers l'avant. Et au 1er octobre, Mars continue sa course dans cette direction-là. Et ensuite la prolonge le long de l'écliptique. On est donc face à une situation totalement anormale. Mars se déplace en rétrogradant puis en repartant vers l'avant, et ce de manière irrégulière. En plus, la vitesse de Mars n'est pas régulière. Comment on va faire pour expliquer ça avec des cercles ? Alors déjà, la première chose, c'est que les Grecs vont donner un nom à ces astres comme Mars, comme Vénus, comme Mercure, qui ont le même comportement, comme Jupiter, comme Saturne, et c'est tout. Les Grecs ne voyaient pas plus que ça. Pour un grec, il n'y a rien de pire que de ne pas être à sa place dans le monde. Quand on allait à Delphes, dans le grand sanctuaire, on voyait écrit là « Connais-toi toi-même, rien de trop ». Donc c'est-à-dire reste à ta place. Fais comme Ulysse, retrouve Ithaque, retrouve ta place dans le monde, dans le cosmos. Et ces astres-là n'ont pas l'air d'avoir leur place là. Il y a un problème, alors du coup on les a appelés vagabonds. Vagabonds ou astres errants, ça se dit planétes en grec. Voilà pourquoi on les a appelés des planètes. Et du coup, pour expliquer ces mouvements de planètes, c'est là qu'il va falloir faire des calculs astronomiques. Et c'est grâce à ça en fait que la science moderne va apparaître. Parce que s'il n'y avait pas eu ce problème-là, je pense que on en serait resté à la physique d'Aristote et de Platon. Alors pour expliquer des mouvements rétrogrades de planètes en conservant le cercle, Platon a commandé à un de ses disciples un modèle. Ce disciple s'appelait Eudoxe de Cnide. Et Eudoxe de Cnide va imaginer qu'en prenant deux cercles concentriques, en faisant tourner la planète sur un de ces cercles, mais ce cercle est lui-même mis en mouvement par rapport à un autre cercle, alors on peut montrer des mouvements en 8. Ce modèle, au fait, a été repris par Aristote et amélioré avec plus de sphères. Vous voyez que le grand problème de ce modèle, c'est qu'il est mathématiquement impossible à résoudre. On arrive à le concevoir avec sa tête, mais faire des calculs pour faire des prévisions sur des tables, oh là là, alors là, ça c'est carrément impossible. Donc les sphères homocentriques, c'est satisfaisant, ça respecte le cercle, mais c'est inapplicable. Tout ça va être abandonné au profit d'un grand modèle conçu par Claude Ptolémée. J'en reviens donc à Claude Ptolémée, qui, dans les années 150 à peu près, va reprendre toutes les données possibles, va faire énormément d'observations et va en déduire un modèle mathématique très satisfaisant et qui fonctionne super bien. Ce modèle-là, il consiste tout simplement à dire que la Terre est au centre du monde. Une planète comme Mars lui tourne autour, mais Mars ne tourne pas sur un cercle centré sur la Terre,
ce cercle qu'on appelle déférent, mais sur un petit cercle qu'on appelle un épicycle, dont le centre se situe sur le déférent. Mais le mouvement induit de la planète sur cet ensemble-là, c'est ça. Ça fait, je vais vers l'avant, je repars vers l'arrière, je repars vers l'avant, je repars vers l'arrière, je repars vers l'avant, je repars vers l'arrière, je repars vers l'avant. Et je peux même expliquer des variations de vitesse. Parce qu'en effet, là, je suis en vitesse maximum. Quand je fais ça, je m'approche de la Terre, donc du coup, je ralentis, en apparence. Et ensuite, je repars, et puis là, je retrouve ma vitesse maximum, je ralentis, je réaccélère, je retrouve ma vitesse maximum, etc. Et grâce à ce système tout simple, d'épicycle et de déférent, j'arrive à expliquer ça uniquement avec des mouvements circulaires uniformes. Vous voyez que c'est très séduisant, ça fonctionne très bien, mais pour calculer les vitesses, il faut reconnaître qu'il y a quand même un souci. Si on veut que les tables soient justes, Ptolémée a dû rajouter une idée révolutionnaire. C'est l'idée que peut-être qu'en fait le centre là, de ce grand cercle, c'est pas la Terre. Ça serait plutôt un point décentré, là ici, qu'on appelle un écante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ce centre-là se déplace, là, il forme des angles qui doivent toujours avoir la même vitesse. Le mouvement angulaire doit toujours être le même. Et en décentrant le mouvement, il arrive à expliquer des mouvements ralentis et accélérés, et ralentis et accélérés, grâce à ces écantes. Ça, c'est quand même une entorse à la règle. Et ça, c'est un des aspects qui va le plus choquer Copernic quand il a accès à la traduction du grec au latin. Copernic, c'est ça qui est génial chez lui, c'est que quand il découvre tous ces travaux-là, il ne se dit pas « bon, bah, j'accepte, c'est ça le dogme, c'est ça la vérité », il se dit « non, il y a moyen de faire mieux ». Là, c'est le premier à reprendre tous les calculs et à tous les refaire de telle manière qu'il arrive à expliquer autrement ces mouvements-là. Et l'explication est hyper simple pour Copernic. On retourne sur le logiciel Stellarium et je vais vous montrer, en fait, c'était bête comme chou. Voilà, donc cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est d'enlever carrément le ciel de telle manière qu'on puisse voir toujours les étoiles, même quand il fait jour. Et là, on voit le Soleil et du coup, on voit bien Mercure, alors pour le coup, Vénus. Et vous voyez que Mercure et Vénus sont alignés avec l'écliptique, hein, ça forme une ligne, tout ça. Alors pas parfaite, hein, c'est autour, au-dessus, un peu au-dessus, un peu en dessous. Alors ce que je vais faire cette fois-ci, c'est je vais afficher les trajectoires des planètes. Si on veut expliquer correctement ces trajectoires rétrogrades, pour Mercure et Vénus, c'est hyper simple. On voit parfaitement comment Mercure se déplace. Mercure se déplace tout simplement autour du Soleil. Et j'ai même envie de dire que là, on voit aussi un truc que personne n'a voulu admettre avant longtemps, c'est qu'en fait, c'est une ellipse. Là, on voit bien que c'est une ellipse. Mais ça, c'est encore pas concevable, et surtout pas par Copernic. Copernic cherche des cercles. Et donc, la trajectoire rétrograde de Vénus s'explique tout simplement par le fait qu'elle tourne autour du Soleil. Et que vu de la Terre, on a l'impression que des fois elle va en avant, des fois elle va en arrière, mais c'est simplement qu'elle parcourt son trajet autour du Soleil. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour reprendre ça sous forme d'un schéma, en fait, le schéma cosmologique proposé par Copernic, c'est celui-ci. Vous mettez le Soleil au centre de l'univers, vous mettez Mercure et Vénus, qui sont les planètes proches du Soleil, ça on le sait, en première orbite, et vous mettez la Terre sur la troisième orbite. Mars tourne autour. Et pour expliquer ça, là, ça c'est la trajectoire de Mars, en fait c'est tout simple. La Terre se déplace plus vite que Mars. La Terre fait tout ça pendant que Mars fait ça. Donc, si on prend Mars ici et la Terre ici, dans un premier temps, on va voir Mars se déplacer comme ça devant nous. Là. La Terre ensuite va rattraper Mars parce que la Terre va plus vite que Mars. Une fois qu'on a rattrapé Mars, on va avoir l'impression que Mars est derrière, donc recule. C'est un peu comme sur une autoroute quand vous voyez un tracteur devant. Il n'y a pas de tracteur sur les autoroutes, mais c'est pas grave. Vous d'abord, vous le voyez arriver vers vous, et après, vous le voyez partir dans l'autre sens. Mais c'est relatif à votre mouvement. Et en fait, du coup, tout s'explique très bien. Si on place le Soleil au centre, on n'a plus besoin de faire des cercles emboîtés. On peut tout expliquer uniquement avec des mouvements circulaires uniformes, mais autour du Soleil. Oui, mais il y a un mais colossal. Ce système-là, on l'a déjà proposé autrefois et il ne marche pas. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos proposait la même chose et sa théorie avait été complètement démontée par Archimède. On va se retrouver dans la même situation à l'époque de Copernic, mais là c'est Tycho Brahe qui va dire mais non, en fait ça marche pas. Pourquoi? Parce que si la Terre se déplace autour du Soleil, comme ça, la Terre là, mettons qu'elle soit au 1er janvier et là elle est au 1er juillet. Donc il y a 6 mois d'écart d'ici à ici.
si je vois Vénus là ici au 1er juillet, je la vois là à peu près par rapport à ma sphère des fixes, mais si je tourne autour du Soleil et que je vois Vénus là au 1er janvier, je ne vais pas le voir au même endroit sur la sphère des fixes. Avec cette construction, on comprend très bien qu'en fait là, Vénus doit se situer à peu près ici en projection là sur la sphère des fixes et ici en projection sur la sphère des fixes. Donc du coup, je devrais voir ce qu'on appelle un angle de parallaxe, ici que je peux noter alpha. Mais il se trouve que cet angle de parallaxe, eh bien, on ne le voit pas. Il n'y a absolument pas d'angle de parallaxe visible avec un œil humain. Parce qu'un œil humain est limité dans sa perception à au maximum 1 minute d'arc. 1 minute d'arc, c'est 1/60e de degré d'angle. Or, il se trouve que l'angle de parallaxe que fait Vénus, par exemple là, eh bien, il est plus petit qu'1 minute d'arc. Et donc, personne ne va voir cette parallaxe à l'époque de Copernic, à l'époque de Tycho Brahe, ni de Kepler après, ni même de Newton. En fait, la première fois qu'on arrivera à distinguer un angle de parallaxe qui existe bel et bien, mais qu'on ne peut pas voir, eh bien, c'est Bessel en 1838. Pour admettre la théorie de Copernic, eh bien, il va falloir admettre ce qu'on ne voit pas. Et en fait, Copernic aurait très bien pu être oublié comme l'a été oublié Aristarque de Samos. Oui, mais il va se passer quelque chose qui fait que non, cette fois, ça va marcher, la théorie héliocentrique va être acceptée. Allez, on voit ça dans une prochaine vidéo.